Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble toute la semaine. Voici les titres de ce lundi. C'est la rentrée en présentiel pour les élèves du lycée Albert Ier. Ce matin, les cours ont repris dans des bâtiments modulaires fabriqués en un temps record du côté de Fontvieille. Nos reporters se sont glissés parmi les lycéens. Après le drame de Crans-Montana, partout en Europe, les établissements de nuit tirent les leçons des défaillances de sécurité de ce bar suisse. C'est le cas également chez nous, où des contrôles inopinés et réguliers sont réalisés. Exemple vendredi dans un club de la Principauté. Une belle victoire pour les National 2 de l'AS Monaco Volleyball hier soir. L'équipe masculine a dominé Villefranche 3-7-0 à domicile et reste leader. Résumé de la rencontre à suivre. Lui est un ancien footballeur formé à Monaco, aujourd'hui consultant aux côtés d'Hervé Renard et très souvent sur Monaco Info. David Ducci se lance dans l'écriture et publie Family Stadium, tome 1, une saga fictive qui nous embarque dans les affres du monde du football. Il est venu nous en parler ce matin. Et puis nous finirons ce journal en musique avec le festival Mozart à Monaco qui s'est terminé sur l'incontournable et savoureux Requiem. C'est l'information de la journée. Les élèves du lycée Albert Ier ont repris les cours à 100% en présentiel ce lundi 26 janvier, après 3 semaines essentiellement en distanciel. Une véritable prouesse technique pour la direction des bâtiments publics qui a aménagé un lycée provisoire en une vingtaine de jours seulement. Après l'Annonciade en début d'année, c'est maintenant du côté de Fontvieille que les jeunes vont donc reprendre leur marque. Reportage sur place ce matin de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Il est 7h45 sous le pont Württemberg, non loin du collège Charles III. Les élèves arrivent au compte-gouttes et se retrouvent devant le parvis de ce nouveau lycée qu'ils vont découvrir dans quelques instants. Le temps de retrouver leurs camarades qu'ils n'avaient pas vus depuis environ 3 semaines. Dans quel état d'esprit tu es là juste avant cette rentrée dans un nouveau lycée ? Franchement ça va. Je suis un peu fatigué parce que la reprise et tout, faut se lever plus tôt. Mais franchement ça va, je suis content de reprendre. Je trouve que c'est un peu intéressant parce que ça change quand même. On dirait des boîtes en métal, mais on verra comment ça se passe. Si les élèves sont contents dans l'ensemble de retrouver les cours en présentiel, il en est de même pour l'encadrement. J'avoue que je suis très excitée de les voir rentrer, d'avoir leurs premières impressions sur le bâtiment. Il est très beau, très bien équipé. Même les enseignants, les premiers qui sont rentrés, sont très contents. On a mis beaucoup d'énergie et de cœur à l'ouvrage. Tous les services du gouvernement ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. On a vraiment hâte de voir les réactions des élèves. 7h55, les portes s'ouvrent, les élèves rentrent dans l'enceinte du lycée Albert Ier. Ils prennent immédiatement la direction de leur classe. Ça fait un peu bizarre parce qu'on a passé plus de 3 semaines en visio, mais ça fait en même temps plaisir de retrouver ses amis et de reprendre les cours en présentiel. Mais dans des allomates comme ça fait un peu bizarre, mais on va prendre l'habitude. C'est sûr que c'est vraiment un peu bizarre, mais ça fait du bien quand même de revenir en cours. Et au moins on a le chauffage, donc ça va être agréable d'être tous ensemble. La filière technologique a été dirigée vers le lycée Régnier 3. Les terminales sont essentiellement au collège Charles III. Dans cette enceinte provisoire, ce sont principalement des élèves de seconde et de première. Ce nouvel établissement peut accueillir plus de 400 élèves. C'est donc parti depuis ce lundi matin. Les lycéens peuvent désormais reprendre les cours dans la joie et la bonne humeur. Autre sujet moins réjouissant, après le drame survenu la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana, en Suisse, un communiqué du gouvernement princier avait annoncé la volonté du ministre d'État de renforcer la prévention et la sécurité dans les établissements de nuit de la Principauté. Depuis plusieurs semaines, des contrôles réguliers sont donc réalisés. Vendredi soir, Juliette Rappert et Thomas Deus ont suivi l'un d'eux au Nix Monte-Carlo. Il est 2h du matin rue des Citronniers lorsqu'un contrôle de sécurité incendie est organisé au Nix, établissement de nuit monégasque. Alors que la fête bat son plein, la commission technique, accompagnée de la sûreté publique et d'un représentant du corps des sapeurs-pompiers, procède à une série de vérifications. Le contrôle a pour but donc, de vérifier que l'objet social correspond à l'exploitation de l'établissement, de vérifier que l'établissement est conforme vis-à-vis de la réglementation sécurité incendie. Pour ça, on va vérifier la vacuité des issues de secours, le système de sécurité incendie qui est opérant. Et ensuite, on va aussi s'assurer que l'établissement possède les autorisations de fermeture tardive avec ambiance et animation musicale. Un contrôle accueilli plutôt favorablement par l'établissement qui assure être en règle sur l'ensemble des obligations de sécurité. Ils ont souhaité m'expliquer comment on devait réagir s'il y avait un incendie ou quoi que ce soit, donc de protéger la clientèle, de les secourir, donc que tout le monde sorte au plus vite, d'essayer de maîtriser le feu, mais si on voit qu'on est débordé par le feu, donc le plus important c'est de sortir les clients
et de sortir après eux, de fermer les portes et d'attendre l'arrivée des pompiers. Petite piqûre de rappel et des conseils de leur part, je pense que c'est très efficace. Tout est en règle d'entrée. En fait, on a ouvert depuis 1 an et demi, donc tout a été contrôlé. Depuis l'ouverture, rien n'a changé. On n'a pas changé un coussin, un rideau, une table. Donc on est sûr de respecter les règles de tout ce protocole qui est imposé par l'État en fait. Au total, cette nuit, 6 établissements auront été contrôlés. Encore une vingtaine le seront la semaine prochaine. Il faut noter que cet été, on fera des contrôles supplémentaires parce que, comme les établissements du Larvoto, qui ne fonctionnent qu'en été, on veut s'assurer là aussi que les mesures de sécurité incendie, que l'objet social correspond à l'exploitation et que les ouvertures tardives sont données. En parallèle de ces opérations, le ministre d'État a également demandé une évolution de la réglementation visant à interdire en principauté l'utilisation de tout engin pyrotechnique dans les lieux clos, notamment les feux de Bengale. Elles sont le futur de Monaco. 6 startups ont présenté leur projet jeudi dans le but d'intégrer la grande famille de Monaco Tech. Le jury de sélection qui les a écoutées est la dernière étape de leur processus de recrutement. Sarah Nkari et Thomas Deus ont assisté à ce moment clé. Monaco Tech se prépare à accueillir ses nouveaux incubés. Les 6 entrepreneurs qui se présentent aujourd'hui ont un objectif, séduire le jury et faire partie de la grande famille de l'incubateur. On est plutôt surpris par la qualité et par le nombre de gens qui maintenant s'intéressent à l'IA, même s'il y a divers secteurs et que ça change complètement. Et on essaie de sélectionner les secteurs que la principauté veut, donc ça permet d'aider dans la sélection. Là on est passé de 90 à une douzaine qui ont été vus par la direction de Monaco Tech. Et ensuite, le jury envoie en vrai 6. Et on en sélectionne entre 0 et 6, suivant nos critères, on estime qu'ils sont bien pour le programme. Parmi eux, cet azurien venu défendre Persisio, une révolution dans le domaine médical. Pour faire très simple, le patient, à partir de ces images des acquisitions par IRM ou par scanner, on va reconstruire un hologramme en 3 dimensions de son anatomie et on va venir superposer cet hologramme au bloc opératoire sur le corps du patient. Et donc le chirurgien voit en réalité augmentée cet hologramme superposé sur le patient. Évidemment, cet hologramme il est augmenté aussi avec des informations, notamment pour permettre le meilleur chemin, pour trouver le meilleur chemin afin d'atteindre la cible et le point d'intérêt sur le patient. S'il est chanceux, le candidat intégrera le dispositif en mars prochain et sera accompagné pendant 18 mois. Il y a tout un coaching de diverses méthodes, la façon de lever de l'argent, la façon de se présenter, la façon de vendre, la façon de protéger par les brevets et la propriété intellectuelle, la façon de faire ses comptes avec un commissaire aux comptes, l'expert comptable. Donc on leur présente tous les professionnels nécessaires, éventuellement les investisseurs s'ils lèvent de l'argent. Et ensuite, on essaie de les aider à progresser. Un programme séduisant pour ces start-upers qui ne demandent qu'à être portés. À ce jour, plus de 70 jeunes entreprises ont reçu l'aide de Monaco Tech depuis sa création en 2017. Des nouvelles du jardin animalier Régnier 3 qui demeure fermé au public durant toute l'année 2026 dans le cadre des travaux de mise en sécurité de la falaise qui le surplombe. Opération indispensable afin de garantir la préservation de l'écosystème naturel de la falaise, mais également la sécurité des pensionnaires du jardin et des équipes. À l'issue de cette phase de sécurisation et conformément aux souhaits de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, notez qu'un ambitieux projet de modernisation du jardin animalier Régnier 3 sera engagé. Il visera à optimiser durablement le cadre de vie des animaux en proposant des espaces plus vastes, mieux adaptés à leurs besoins, favorisant les mixités et intégrant une végétation abondante. Le parcours de la visite sera ainsi entièrement renforcé afin d'offrir au public une expérience plus immersive avec des infrastructures d'accueil modernisées et en harmonie avec l'environnement. Les grandes étapes à venir seront régulièrement partagées sur les réseaux sociaux du jardin animalier Régnier 3. En basket, après un gros revers jeudi dernier en Euroleague face à Real Madrid, la Roca Team s'est remonté un peu le moral hier après-midi face à l'équipe de Saint-Quentin. Dans le cadre de la 17e journée de Betclic Elite, cette fois, elle l'a emporté 98-73. Malgré l'absence d'Elie Okobo et Nicolas Mirotic, les Monégasques ont bien maîtrisé leur jeu sur le terrain des Phoenix. Le prochain rendez-vous en championnat est prévu ce dimanche 1er février face au Portel à Gaston-Médecin. En volleyball à présent, avec une nouvelle victoire pour l'équipe masculine de Monaco en National 2. Hier, les Rouges et Blancs affrontaient Villefranche à domicile avec 3 points supplémentaires en poche. Ils peuvent ainsi conforter leur place de leader. Sarah Nkari et Jean-Alexandre Dordet étaient présents à ce match.
Premier au classement, c'est avec confiance que les Monégasques ont attaqué ce match, comptant pour la 12e journée de National 2. Très à l'aise au cours des 2 premiers sets, les taux s'est resserré au 3e, mais les rouges et blancs n'ont pas flanché. On a bien servi, donc c'est vraiment important contre des équipes comme ça. Le plus important, c'est vraiment de rester concentré du début jusqu'à la fin. Service récep, on a été pas mal. On a eu un petit moment de passage à vide, on a su se reprendre, donc c'était le plus important. Face à Villefranche-Beaujolais, dernier de la poule, l'équipe s'est montrée soudée et organisée. Monaco avait déjà arraché la victoire à l'aller en septembre. En remportant ce match retour, une nouvelle fois 3-7-0, l'équipe masculine se rapproche de son objectif, atteindre, comme les féminines, le niveau supérieur. Grosse ambition, ça serait déjà finir premier de la poule, faire le Final Four et si on peut monter en élite, ça serait, avec cette équipe, ça serait vraiment top et c'est l'ambition de l'équipe en tout cas. Prochain match dimanche 1er février à 15h à Saint-Égrève. Si vous souhaitez les soutenir en tribune, les volleyeurs seront de retour au gymnase des Moneghetti dans 3 semaines. C'est l'un de nos experts du foot et également consultant à l'étranger, aux côtés d'Hervé Renard. David Ducci publie Family Stadium, le premier roman d'une saga littéraire absolument fascinante qu'il écrit depuis plus de 20 ans. Notre consultant était avec nous ce matin pour nous en parler. Rendez-vous sur notre plateau. Bonsoir David Ducci. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce journal, non pas pour commenter l'actualité du foot comme habituellement, mais pour nous parler de votre livre, le premier d'une longue série qui s'appelle Family Stadium, tome 1, l'héritage. Alors le titre donne déjà envie, mais ça fait penser à une histoire vraie, mais il s'agit plutôt d'un récit fictif là, David. Ah oui, complètement, c'est complètement fictif, ça sort, on va dire, de mon imagination, basé à la fois sur mon vécu et sur tout ce que j'aime dans les thrillers et dans les séries télé. Dans ce premier tome intitulé L'héritage, on suit les histoires d'influence, de pouvoir, de passion qui tournent autour d'un ponte du monde des médias qui rachète le grand club de foot d'une ville qui s'appelle Mégali. Et c'est là que tout dérape. J'ai bien résumé ? Oui, c'est ça. En fait, c'est le rachat d'un club par ce mania de la presse. Et en fait, ce mania de la presse n'est pas qu'un mania de la presse, c'est aussi un parrain. Un mafieux et derrière tout ça il y a des histoires cachées et des secrets qu'il va falloir découvrir. D'accord, et donc ça s'articule autour d'histoires qui existent un petit peu dans la réalité. Vous êtes concentré sur des faits réels ? Alors, pas concentré sur des faits réels, mais inspiré de faits réels, à la fois parce que ce que j'aimais dans les séries télé et à la fois parce que j'ai vécu en tant que dirigeant de club, en tant que joueur, et donc j'essaye de retranscrire un tout petit peu cette atmosphère-là, ce qui fait parfois rêver, voire fantasmer les gens, les spectateurs, les fans du monde du football. Mais ce roman n'est pas que pour ces fans-là, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de connaissances et de compétences en football pour apprécier le livre. Oui, et ça, on découvre quand on le lit. Alors, 2 choses m'ont interpellé justement sur la 4e de couverture. D'abord, on découvre que ça fait plus de 20 ans que vous êtes sur cette saga littéraire, David. On sait que vous aimez écrire et que votre expérience a dû largement vous inspirer justement. À quel moment vous êtes dit « je me lance dans sa rédaction » ? Alors, en fait, à l'origine, c'est un pilote pour une série télé que j'avais écrit avec un ami à moi au début des années 2000. Et ce pilote de série télé, on a essayé de le vendre à l'époque dans les chaînes françaises et ça n'a pas marché, personne n'a accroché, alors à la fois parce qu'on ne connaissait pas grand monde dans le milieu et puis le temps a passé, j'ai essayé de transformer ça en livre mais je ne suis pas allé au bout. Et il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant, j'ai voulu remettre ça au goût du jour, relancer le truc, c'est-à-dire que j'ai développé l'idée, la thématique de cette série télé. Je suis allé plus loin que le pilote dans le développement. Et j'ai rencontré une maison de production là-dessus et qui m'a dit, écoutez, ça ne va pas nous intéresser parce que vous n'êtes pas du milieu de la télé ou du cinéma ou de l'audiovisuel. Et j'ai dit, mais comment, vous êtes en train de dire que vous recevez des scénarios et que ça ne vous intéresse pas parce que les gens ne sont pas du sérail, comme on dit. Il m'a dit, oui, il me dit, à la limite, si ça avait été publié en livre, peut-être, ça aurait pu nous intéresser. Et ça m'a piqué, j'ai été vexé. Et j'ai dit, ah bon, d'accord, eh ben, je vais écrire le roman. Et donc je suis parti et j'ai écrit le tome 1 qui est en gros...
dans mon esprit, le tome 1 correspond à une saison 1 de la série. David, on ne peut pas vous laisser partir sans évoquer l'actu football à Monaco. Les supporters sont en colère, vous le savez, pointant les résultats décevants de l'AS Monaco et de mauvais choix managériaux. Certains demandent même la démission de son directeur général. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle du club monégasque ? Je suis triste, évidemment. Je suis triste des résultats actuels parce que quand on aime ce club, on a toujours envie de le voir au plus haut. Et je pense qu'aujourd'hui, le classement ne reflète pas du tout la place que devrait être celle de l'AS Monaco. Et en même temps, si on est là, ce n'est pas par hasard. Donc je pense qu'il y a eu des erreurs. Moi, je me rappelle en début de saison avoir vu ce premier match contre le Havre, où c'était bien de démarrer sa saison par une victoire. Et en même temps, je me disais que ça allait être compliqué parce que, avec mon regard, je décelais déjà peut-être des petits problèmes. Et est-ce que la solution était de changer d'entraîneur en cours de saison? Pas de chance. C'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, il y a un vrai problème, un vrai malaise, et je pense qu'il est au-delà du sportif. Merci beaucoup, David Ducci, pour votre regard et d'être venu vous présenter votre livre, Family Stadium, tome 1, aux éditions des 3 colonnes. C'est passionnant, on commence et on n'arrive plus à s'arrêter. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Merci. Ouvrons un chapitre musical, suite et fin du festival Mozart à Monaco, en effectif réduit cette année en raison des préparatifs de la tournée de l'OPMC en Espagne. En conclusion, c'est l'une des œuvres les plus célèbres et les plus appréciées qui était interprétée hier à l'Auditorium Régnier 3, le Requiem de Mozart. Retour sur ce moment avec José Sacré. Moment fort du festival Mozart à Monaco, le Requiem de Mozart, ce monument de la musique, a été donné samedi 24 janvier à l'Auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, avec en soliste la soprano Lauren Oliva, la mezzo-soprano Lucia Richter, le ténor Maximilian Schmidt et la basse Alexander Grasshauer. 2 chœurs, le Coro del Friuli Venezia Giulia, que dirige Cristiano Dell'Oste, et le chœur de chambre 1732, placé sous la direction de Bruno Haber. C'est un moment très fort, c'était déjà fort hier soir à la répétition. Je pense que ce sera encore plus fort ce soir. C'est une œuvre qu'il faut chanter au moins une fois dans sa vie, obligé. On a rencontré un magnifique chœur avec le chœur du Frioul, très très bel ensemble, et puis ça a très vite matché hier soir pendant la répétition. On s'est rencontrés pour la première fois avec le maestro Yamada à 18h30, on a travaillé ensemble, et puis à 20h on a travaillé avec l'orchestre, et vraiment ça a tout de suite concordé. Ce Requiem de Mozart, drame musical évoquant la mort, le péché, le repentir, le pardon et finalement la paix, a été suivi religieusement par les 1000 spectateurs de l'Auditorium Régnier 3 qui ont applaudi longuement l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les chœurs, les solistes et leur chef Kazuki Yamada. Magnifique. Allez, à l'agenda pour finir, notez que vendredi 6 février se tiendra la représentation de la pièce Comme s'il en pleuvait, comédie signée Sébastien Thierry. La pièce sera jouée par la compagnie du Théâtre des Oiseaux de Nice et mise en scène par Benoît Tessier. Une soirée proposée au profit de l'association Écoute Cancer Réconfort. Rendez-vous donc vendredi 6 février à 20h30 au Théâtre des Variétés. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo d'Alban Gingembre. Ensuite, vous retrouverez les experts du basket, Frédéric Elion, Ali Traoré. On se quitte sur les dernières images du rallye Monte-Carlo et son podium 2026. Les clichés sont signés Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 19h. Bonsoir à tous, la météo se dégrade en principauté. Demain, le ciel ensoleillé du début de journée se couvrira progressivement, devenant de plus en plus incertain avec peut-être quelques gouttes. Une faible pluie qui s'intensifiera en deuxième partie de journée. Et puis du vent avec des rafales qui atteindront les 45 km/h. Les températures fraîches seront comprises entre 5 et 9 degrés. Le mardi 27 janvier, nous fêtons les Angèles. Et le 27 janvier à Monaco, c'est aussi la Sainte-Dévote. Ce soir a lieu l'embrasement de la barque sur le port par la famille princière. Et demain matin, comme toujours, une messe à la cathédrale. Des événements à suivre en direct sur Monaco Info.